Bonjour, aujourd'hui on vous présente un beau jeu de société de la boutique chez Ludol, Subterra. C'est un jeu coopératif qui se joue de 1 à 6 joueurs, donc oui, il y a une version solo, d'une durée d'une soixantaine de minutes, et au niveau de l'âge, mais ils n'ont pas indiqué d'âge. Personnellement, j'ai joué avec ma filleule de 5 ans et avec, c'est sûr, un peu d'aide, elle était capable de jouer, donc ça peut commencer quand même relativement très jeune. Premièrement, au niveau du placement, il va falloir regarder le nombre de personnages qu'il va y avoir de présents. Par exemple, si nous sommes 4 joueurs, chacun un personnage va y avoir 22 cartes dans une difficulté normale, 20 avancées et 18 à expert. Si on est 5 personnages, donc 5 joueurs, on voit 19, 17 et 15 cartes. 6 joueurs, un personnage chaque, ça fait 17, 15 et 13. Mais si on joue à moins de 4 joueurs, par exemple, si on joue à 3 joueurs, chacun va avoir 2 personnages, donc on va en avoir 6 en jeu. On va regarder la dernière ligne. Si nous jouons par exemple à 2 joueurs, chacun de 2, pour un total de 4, nous allons donc jouer avec la première ligne. Et si jamais on joue seul, nous jouons 4 personnages pour 22 cartes en mode normal, 20 avancés et 18 à expert. De plus, il va falloir retirer des cartes selon le tableau suivant. Donc, si vous jouez à mode normal, tous les cartes avec ce symbole une étoile, on défausse. En mode avancé expert, on va défausser les 2-3 étoiles. Puis en mode expert, on va défausser les 3 étoiles seulement. Présentement, je vais être seul, donc je vais gérer 4 personnages. Je vais donc retirer toutes ces cartes-là du mode expert. On va jouer en mode normal pour une première partie. On voit que ces cartes-là auraient fait en sorte que les malheurs qui nous tombent dessus seraient arrivés 2 fois. Il aurait bougé 2 fois, 2 malheurs, 2 malheurs, 2 malheurs, ce que l'on ne veut pas dans une partie normale. Donc ces cartes-là sont remises dans la boîte. Par la suite, tout le reste des cartes sont mélangées. Donc on parle de cartes comme ça. Il n'y a rien de bon là-dedans. Là. C'est toutes des choses mauvaises qui vont nous arriver. On les mélange. Nous en sortons 22, puisqu'il y a 4 personnages. Parfait. Et nous allons le mettre par-dessus la lampe torche, la flashlight brisée, qui est cette carte-là qui dit qu'on n'a malheureusement plus de temps et qu'une fois que cette carte-là est arrivée, bien, malheureusement, on doit lancer le dé par personnage, même s'ils sont inconscients. Et sur 1, 2, 3, le personnage est éliminé de la partie et il est mort. Donc, une fois que cette carte-là arrive, actuellement, c'est plus très long que nous allons perdre la partie. Par la suite, au niveau des tuiles, nous avons cette tuile-là de départ, facilement reconnaissable puisqu'elle est identique des deux côtés, que nous allons placer au centre de la table. Chacun des joueurs va prendre sa figurine de sa couleur pour chacun de ses personnages, puis les placer sur la tuile centrale. Le reste des tuiles sont mélangées, forment des piges comme ceci. Ça ici, c'est la sortie. C'est le but du jeu. Il va donc falloir réussir à sortir de cet enfer dans lequel que nous trouvons. Nous allons prendre 5 tuiles, puis nous allons mélanger le tout. Et ceci va faire partie des dernières tuiles que nous allons piger. Excellent. Et comme vous pouvez voir, il y a beaucoup de tuiles. Ce qui veut dire que la sortie se trouve parmi les 6 dernières tuiles. Premièrement, avant de voir les caractéristiques des personnages, on va voir les actions durant un tour. Donc, premièrement, vous allez avoir 2 actions de base par tour. Possibilité de pouvoir en jouer 3, mais il y a un risque d'en jouer une 3e action. Alors, on va commencer par voir les actions. Action de base, premièrement, on pourrait aller observer pour voir c'est quoi la prochaine tuile adjacente. Donc, dans le cas présent, on voit ici notre tuile. Nous avons 4 accès. Si on regarde bien, on a un accès ici à gauche, à droite, en haut, en bas. Super. Nous allons retourner la première tuile, puis nous allons devoir la placer là où nous avons regardé. Donc, il faut d'abord et avant tout
expliquer de quel côté est-ce qu'on veut observer. Par exemple, on dit, ben, moi, je vais aller voir ce qu'il y a de ce côté-ci. Après ça, nous reverrons la tuile et la tuile doit fonctionner avec l'entrée. Donc, c'est important que l'entrée fit avec la case sur laquelle vous avez regardé. Donc, ça ici ne serait pas autorisé. Donc, vous pouvez soit le placer comme ça, soit le placer comme ceci, mais les deux autres côtés, ça ne sera pas possible. Une fois que c'est fait, bien super. Votre première action est terminée. La deuxième action, on peut bouger. Donc, se déplacer d'une case. Donc, on pourrait décider de prendre notre personnage. Par exemple, nous sommes le noir et nous déplacer et d'aller sur cette case-ci. L'autre joueur d'après va jouer ces deux actions. Il pourrait également choisir de regarder et se déplacer dans la nouvelle tuile directement pour une seule action de temps. C'est quand même intéressant, mais beaucoup plus dangereux. Donc, par exemple, le joueur rouge, qui est le joueur d'après, décide qu'il s'en va regarder ici. On retourne la tuile et il n'a pas le choix. Il avance directement sur cette tuile. Cette tuile-ci, on peut regarder, on va voir qu'il y a une flèche qui indique le regard que la personne fait, dans quelle direction qu'elle s'est avancée lorsqu'elle a placé la tuile. On n'aura pas le choix. Il regardait par là-bas, donc on est obligé de placer la tuile comme ceci. Autre information, on voit qu'il y a un trou. Vous voyez une petite falaise là? Donc là, le personnage, qu'est-ce qu'il a fait? C'est qu'il a avancé directement dessus sans même regarder. Fait qu'il va tomber en bas de la falaise. Il n'inquiétez-vous pas, il n'est pas blessé, rien. Mais il ne pourra pas remonter la falaise sans une corde. Action qu'on va voir plus tard. Mais pour le moment, il va être coincé en bas. Il va juste pouvoir continuer dans la direction comme ceci. Donc voilà pour la première action du joueur rouge. Le joueur rouge peut décider de faire à nouveau cette action-là. Parfait. Fait qu'on va regarder la prochaine tuile et la placer. Ça ici, c'est une tuile qui est malheureusement un terrain accidenté. Ce qui veut dire que lorsqu'on rentre sur cette tuile-là, nous devons lancer le dé. Nous n'avons pas le choix et subir une blessure si jamais on a 1, 2 ou 3. Donc, parfait. Il place la tuile. Vous voyez qu'il y a 4 entrées sur cette tuile-là. Puis, on lance le dé. On a un superbe dé. 1, 2, 3. Eh bien, le personnage aurait perdu une vie. La quasi-totalité de tous les personnages n'ont que 3 vies. Donc, il faut vraiment faire attention à ce sujet. Là, on passerait à un nouveau joueur qui regarderait la prochaine tuile. On peut voir ici, cette tuile-là. Vous voyez, l'espace est très restreint. Donc, si par exemple, le joueur bleu a décidé de regarder dans cette direction-là, il y a cette tuile-là. Nous plaçons la tuile. Mais la tuile, ce n'est pas un mouvement régulier pour entrer dessus. Si nous regardons notre carte, de l'autre côté, on voit la tuile justement là, qui est un terrain qui est très étroit. Ça prend 2 actions pour pouvoir rentrer. Donc, même s'il avait choisi l'action de bouger et déplacer, lorsqu'il arrive sur cette case-là, il n'est pas capable de rentrer dessus puisque c'est un mouvement ordinaire et qu'un mouvement ordinaire ne permet pas de rentrer sur cette tuile-là. Donc, même s'il a choisi cette action-là, ben, finalement, au final, il a juste regardé. Ça va y prendre 2 actions pour pouvoir rentrer sur cette tuile-là. Il a déjà utilisé une action. S'il veut, il peut utiliser sa 3e action avec la 2e pour faire 2 unités de temps et se déplacer dessus. Mais lorsqu'on utilise une 3e unité de temps, à ce moment-là, il faut lancer le dé de risque. On lance le dé de risque, même chose. 1, 2, 3, la personne subit une blessure. 4, 5, 6, le personnage est safe. Dans ce cas-ci, il a réussi à utiliser une 3e unité de temps sans risque. Super. Après ça, ce qu'on a comme action, on peut voir qu'on peut utiliser 2 unités de temps pour effectuer une course. À ce moment-là, nous allons devoir nous déplacer de 3 cases régulières. Donc, c'est 3 mouvements. Et les mouvements réguliers, ben, ça n'inclut pas des choses qui sont difficiles comme ça, comme par exemple nager ou passer à travers un endroit étroit. Nager, on va le voir bientôt. Par exemple, mettons qu'on décide que je joue à mauve. Ça, on va voir. Il se déplace puis il regarde. Il se déplace
vers là. Vous voyez qu'il y a une flèche qui indique dans la direction qu'il regardait lorsqu'il est rentré ou lorsqu'il a vu cette case-là. Donc, il s'est déplacé, il est arrivé là. Et vous voyez ici, il est face à une falaise. Il n'est pas capable, pour une action normale, de pouvoir monter la falaise. Il faut placer une corde. Et là, il resterait une action. Mais malheureusement, il va être obligé de soit rebrousser chemin ou de rester sur place. Ce qui mettrait fin au tour des joueurs. On va voir qu'au prochain tour, mais ici, on a déjà deux falaises. Les falaises, comment ça fonctionne? Vous voyez ici, vous devez utiliser 2 unités de temps et lancer le dé. Sur 4, 5, 6, vous réussissez à placer une corde sur la falaise. Malheureusement, 1, 2, 3, vous avez perdu 2 unités de temps. Donc, si vous n'êtes pas chanceux, vous pouvez perdre beaucoup de temps à essayer de placer une corde sur une falaise qui va vous permettre justement de pouvoir grimper la falaise lors du tour d'après. La corde ressemble à ceci. Une fois que vous avez réussi à placer votre corde, vous la mettez sur la falaise et maintenant, monter ou descendre utilise un mouvement bien ordinaire. Dans les actions de base, nous avons également 2 unités de temps pour se soigner de 1 de vie ou soigner un autre joueur de 1 de vie. Lorsqu'un joueur n'a plus de vie, il tombe inconscient à ce moment-là, nous allons prendre simplement son personnage et le coucher comme ceci pour indiquer qu'il est inconscient. S'il lui restait des actions durant son tour, elles sont perdues. Si son tour débute et qu'il est inconscient, il saute son tour tout simplement, il ne peut rien faire. Il va donc falloir attendre qu'un autre joueur fasse par exemple une action de course. 1, 2, 3, se rendrait ici, lancerait le dé de risque parce qu'il y a un terrain accidenté. Dans ce cas-ci, il serait safe et l'autre tour d'après utiliserait 2 unités de temps pour lui soigner 1 point de vie seulement. Et à ce moment-là, le personnage reviendrait debout, mais avec seulement une vie. Dans les actions un peu plus complexes, on va aller voir le reste des tuiles. Donc, si on continue à explorer un peu les tours d'après, nous avons ici de l'eau. Tant si longtemps que la tuile, elle est comme ceci. Donc, il n'y a pas eu d'eau. La tuile est considérée comme un terrain bien normal. Donc, on peut la traverser comme si rien n'était. Parce que c'est une toute petite flaque d'eau, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Après ça, nous avons des terrains ici avec risque d'éboulement. Ces terrains-là ne représentent pas non plus de problème de pouvoir se déplacer pour le moment. Donc, on peut arriver et déplacer notre personnage sur ces tuiles-là. Et finalement, nous avons des terrains comme ceci, qui représentent l'arrivée potentielle d'une horreur. Donc, une bête des ténèbres, qui pourrait s'avérer très, très, très dangereux, mais pour le moment, elle ne représente pas de restriction au niveau du mouvement. Également, j'aimerais préciser que lorsque je place cette tuile-là, je peux tout à fait la placer comme ceci. Donc, si on regarde un peu, on va zoomer. Vous voyez, l'entrée correspond. Mais ici, ça ne correspond pas. Il n'y a aucun problème. J'ai le droit de placer ma tuile comme ceci, que finalement, ça amène dans un cul-de-sac. Il n'y a aucun problème avec ça. J'aurais pu également la placer comme ceci. Ce qui est important, c'est que l'entrée par laquelle j'ai regardé donne un accès. Donc, je ne peux pas la placer comme ça et faire face à un mur. Ça, j'ai pas le droit. Il faut que je fasse face à une sortie. Mais bon, évidemment, dans notre intérêt, nous allons placer la tuile de manière à pouvoir continuer notre chemin. Maintenant, une fois que tous les joueurs ont joué leurs 2 ou 3 actions avec risque, nous allons tirer la première carte Flashlight. Fait, on retourne la première carte. Dans ce cas-ci, il y aurait une inondation. Ça veut dire que toutes les tuiles où nous pouvons voir ce symbole-là et qui ne sont pas déjà inondées sont immédiatement inondées. Nous allons prendre un jeton d'inondation et nous allons le mettre sur la case. Puis, chaque personnage présent perd 1 de vie. Dorénavant, lorsque vous allez voir rentrer sur cette case-là, pas en sortir, mais rentrer sur la case,
vous ne pourrez plus le faire avec des actions régulières. Vous allez être obligé de nager. Ça va prendre 2 actions de mouvement pour aller sur une tuile qui a été inondée. Et voilà, après ça, ben, c'est pas compliqué. Tous les joueurs vont faire leur action. Nous avons changé l'ordre du tour aussi. Donc, le premier joueur est changé et passe au joueur à sa gauche. Chacun des joueurs font leurs 2 actions et on recommence. À la fin du tour, nous allons tirer une autre carte. Ici, nous avons les horreurs. L'horreur va arriver sur la tuile où il y a un symbole horreur comme ceci, qui est le plus proche d'un personnage. En cas d'égalité, mettons que j'aurais plusieurs tuiles avec ce symbole-là, puis qu'ils sont toutes à une distance égale de plusieurs joueurs, nous allons regarder sur la fiche des personnages celui qui a le chiffre le plus petit, donc celui qui est le moins vigilant, et c'est à lui que le monstre va apparaître sur sa tuile le plus proche de ce personnage-là en cas d'égalité. Donc, dans le cas présent, il n'y en a qu'un seul. Voici les jetons d'horreur. Il n'y en a que 3. Donc, advenant le cas où il y en aurait déjà 3 en jeu, eh bien, il n'y en arriverait pas un 4e en jeu. Il y en a maximum 3. C'est déjà beaucoup. Si un personnage était présent sur la case où arrive l'horreur, ben, le personnage perd la totalité de ses points de vie, peu importe combien il y en avait. Par la suite, si un personnage venait à bouger ou aller sur une case contenant une horreur, même chose, il viendrait à perdre tous ses points de vie. Une fois la carte d'horreur jouée, nous allons prendre le jeton d'horreur et nous allons le mettre sur le top de la pige. À partir de maintenant, à chaque fin de tour, donc une fois que les joueurs ont joué toutes leurs actions, avant de piger une carte, nous allons déplacer chacun des horreurs présents de 1 vers le personnage le plus proche. En cas d'égalité, il va encore une fois choisir celui qui a le chiffre le plus petit de vigilance. Dans le cas présent, ben, il se déplacerait puis irait là. S'il rencontre un joueur, il perd tous ses points de vie et tombe inconscient. Donc, les horaires sont extrêmement difficiles à gérer. De plus, si jamais on tire à nouveau un d'horreur, première étape, il faut encore les déplacer de 1, puis jouer l'horreur. Donc, dans le cas présent, il se déplacerait de 1 par ici pour aller vers le joueur mauve et arriverait une nouvelle horreur ici, qui est le seul endroit pour le moment, mais sinon qui serait l'endroit le plus proche d'un autre personnage. Advenant le cas où le joueur mauve est là, que notre horreur est ici, 1, 2, 3, 4, 5. On va en rajouter 3 juste pour le fun. Et que les joueurs sont ici. Si au moment de le déplacer, je suis à plus de 7 tuiles de distance, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ce qui est le cas, ben, il ne se déplace pas, il est automatiquement retiré du jeu. Donc c'est la seule façon de base de pouvoir retirer des horreurs, c'est de se tenir une distance de plus de 7 des horreurs en question. Autre carte également qui est possible d'avoir, c'est le gaz. Si jamais la carte du gaz sort et qu'un des joueurs ou plusieurs joueurs sont présents sur des cartes de gaz, chacun va perdre 2 points de vie. De plus, durant le tour, pour être sûr de ne pas l'oublier, on va prendre cette case-là, puis on va le mettre sur la pile, la prochaine pile, pour s'assurer de ne pas l'oublier. C'est tout le long du tour, si quelqu'un rentre sur une tuile de gaz, il perd 2 points de vie. Même si c'est une nouvelle tuile. Donc, si par exemple, on tire une tuile comme ceci, les joueurs avancent par là-bas et en avançant rentrent sur une case de gaz, ils perdent 2 points de vie. D'où le fait que ce tour-ci, ça va être important de jouer peut-être plus prudemment, se rappeler justement qu'il y a du gaz en jeu. Autre carte possible, tremblement de terre. Tremblement de terre, c'est pas compliqué. Chacun des joueurs va lancer le dé. 1, 2, 3 perdent 1 point de vie.
4, 5, 6, ils sont safe. Le dé doit être lancé séparément pour chacun des personnages. Nous avons ici effondrement d'une grotte. Comment ça fonctionne? C'est que nous lançons le dé. Pour chaque endroit présent où il y a une possibilité d'éboulement avec ce chiffre, nous allons ajouter un jeton d'éboulement comme ceci. Comme là, présentement, on n'en a qu'un seul, c'est celui-là. Les chiffres qui sont dessus, c'est 1 et 6. Présentement, on serait correct. Mais advenant le cas, il pourrait en avoir plusieurs aussi. Il pourrait y avoir plusieurs 6 d'étalés. Puis si on obtient le 6, chacun va recevoir ce jeton d'éboulement. Ça fait deux choses. Premièrement, si un joueur était présent, il perd 3 points de vie. Ce qui peut faire atrocement mal puisque la plupart des joueurs ont justement 3 points de vie. Par la suite, si on veut retirer un jeton d'émoulement présent sur notre case ou sur une case adjacente, il va falloir utiliser cette action-ci qui permet de pousser, de retirer un éboulement, mais ça prend 2 actions pour simplement retirer l'éboulement, pour dégager le chemin. On peut voir également qu'on a aussi l'action de pouvoir se cacher. Pour 2 actions de temps, on lance le dé. 4 et plus, on réussit à se cacher. Ce qui peut parfois être utile dans le cas où, justement, il y a une horreur qui... Pardon, pas ça ici. Il y a une horreur de présent. Vous êtes coincé dans un cul-de-sac. Vous savez que le prochain tour, vous risquez de mourir. Bien, tout si bien de tenter la chance pour essayer de se cacher. Si vous avez réussi à vous cacher, bien, l'horreur va vous ignorer pour son déplacement. Il va faire comme si vous n'étiez pas là, puis il va se déplacer de 1 vers le joueur le plus proche. Et s'il n'y a pas de joueur plus proche à 7 lieux, ben, il disparaît puisqu'il ne vous voit pas. Donc, l'horreur va être éliminée. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Et les personnages vont continuer à jouer comme ceci jusqu'à temps qu'ils découvrent finalement la tuile de sortie. Pour terminer le jeu, il faut que tous les personnages soient présents sur la tuile de sortie pour une victoire complète. Sinon, on poursuit le jeu jusqu'à ce qu'il n'ait plus de temps et que, dans le fond, dès que tous les joueurs sont inconscients, restants, qui ne sont pas sur la tuile de sortie, ça met fin immédiatement à la partie. Puis à ce moment-là, ben, pour une partie parfaite, il faudrait que tous les joueurs soient présents sur la tuile de sortie. S'il n'en manque qu'un, c'est quand même une bonne partie. 2, vous l'avez eu, ses fesses, mais en bas de 3 parties, dès qu'il y a 3 joueurs et plus qui n'ont pas réussi à se rendre à la fin de la partie sur la tuile de sortie, malheureusement, c'est une défaite totale. Passons un peu au pouvoir spécial de chacun des personnages présents. Il y en a 8. On a ici, par exemple, le médecin. On peut voir que le médecin a 3 points de vie. 1, 2, 3. On peut voir que son pouvoir spécial, c'est qu'il permet de soigner un autre personnage. Pas lui, un autre personnage pour une action au lieu de 2. Ce qui est quand même intéressant. Et lui peut courir lorsqu'il utilise une action de mouvement. Il peut se déplacer de 2 cases pour une seule action. Mais c'est des cases régulières. Nous avons le géologiste qui, lui, ici, connaît un peu les lieux. Fait que lui, il est capable, premièrement, de retirer des tuiles d'éboulement pour une seule action au lieu de 2. De plus, il commence la partie avec une tuile. Donc, par exemple, il a une tuile comme ça prise au hasard. Et lorsqu'il tire une nouvelle tuile, il peut décider de placer cette tuile-là à la place et il va récupérer la nouvelle tuile qu'il va garder puis qu'il peut pouvoir éventuellement faire l'échange. Ça peut être intéressant quand même. Lui également, comme tous les autres joueurs ou presque, a 3 points de vie. Nous avons ici le plongeur qui, lui, pour 2 actions de mouvement, il peut rentrer sous l'eau. Par exemple, une place qui est inondée comme ceci. Il va prendre 2 actions. On retire son personnage. On va le placer sur la tuile. Donc ici, juste pour bien faire, on a pris le personnage de sa couleur. Là. Voilà. Donc ça aurait été là, on le retire, on le place sur sa tuile. Et lors du prochain tour, il va utiliser son action pour ressortir de l'eau d'une autre tuile, n'importe laquelle, même si elle n'est pas inondée, il n'y a pas de problème avec ça. Puis il va ressortir de cette tuile-là n'importe où dans le labyrinthe.
Donc oui, ça va avoir utilisé 2 unités de temps plus toutes les actions du prochain tour, mais ça peut y avoir permis de faire un immense trajet à travers nos grottes. Autre chose également, c'est que si jamais il y a une inondation dans la case où il se trouve, ben il ne perd pas de points de vie. De plus, lui, rentrer sur ces tuiles-là est toujours considéré comme une action bien ordinaire. Nous avons le leader, qui est le leader 3 points de vie. Il peut faire une action au prix d'une action. Donc, c'est une action qui coûte 1 maximum à un joueur qui est conscient. Et ceci peut être fait que maximum une fois par tour. De plus, à chaque fois qu'il lance le dé, lui, il additionne 1 à son dé. Après ça, nous avons les personnages que nous avons utilisés. Vous allez voir justement, les personnages, pour les points de vie, vous mettez toujours des plus comme ceci pour indiquer. Fait que vous voyez ici que le bodyguard, lui ici, commence la partie avec 5 points de vie. C'est le seul qui a 5 points de vie et non 3. Par la suite, celui-ci peut éliminer une horreur qui est adjacente à lui au prix d'une seule action. C'est un protecteur. En plus d'avoir 5 points de vie, lorsqu'il arrive un événement, okay, on parle ici d'un éboulement, on parle de l'eau qui remonte, des gaz, tremblements de terre, toutes ces actions-là, bien, tous les joueurs présents sur la même tuile que lui sont épargnés, mais pas lui. Mais il ne protège pas contre les horreurs. Fait que s'il y a une horreur sur la case, malheureusement, le bodyguard ainsi que tous les autres joueurs présents vont perdre tous leurs points de vie. Fait que même s'il y en a 5, ça ne le protégera pas d'une horreur. Nous avons ici un petit dynamiteur. Lui, pour une action de 2, il peut faire démolir un mur. Donc nous avons par exemple des murs ici qui n'est pas adjacent. Donc il n'est pas permis de passer de là à là. Mais lui va pouvoir utiliser de la dynamite, faire exploser pour faire un trou qui va permettre de se déplacer entre les 2 tuiles qui normalement ne seraient pas permis. Mais faire ceci expose un risque d'éboulement. Nous allons lancer le dé. Sur chaque case où le chiffre est représenté, comme par exemple ici un 5, tous les endroits où il y aurait eu des 5, mais ça vient de s'ébouler. Si des joueurs sont présents, ils perdent 3 points de vie. Ça peut quand même être dangereux. Il va falloir utiliser ça de manière intelligente. Cette habilité ne peut être utilisée que 3 fois. C'est pourquoi nous avons seulement que 3 jetons au courant de la partie. De plus, lui, lorsqu'il y a un éboulement, il ne perd qu'un seul point de vie au lieu de 3. Nous avons après ça le scout. Scout, premièrement, ici, elle permet à 3 reprises, donc 3 fois dans la partie, lorsqu'elle pige une tuile, si elle ne l'aime pas, elle la discarte, puis elle tire une nouvelle tuile, ce qui peut être très intéressant. De plus, elle est ignorée. Elle ne peut pas être choisie comme étant la victime la plus proche d'une horreur. Et de plus, elle ne perd pas de vie si jamais elle venait à être sur la même case qu'une horreur. Ce qui est quand même un gros avantage. Et comme les autres, elle a 3 points de vie. Puis, finalement, joueur mauve ici permet de placer une corde pour une action. C'est très intéressant ça aussi parce qu'il est très difficile de pouvoir placer des cordes justement pour pouvoir monter les falaises. En plus, elle est agile. Elle utilise les cases étroites comme une action bien ordinaire pour ses déplacements. Voilà, on a fait le tour des personnages, c'est tout pour les règles. Nous allons passer à une petite partie d'initiation afin de vous montrer un peu la dynamique d'une partie.